n'avais pas de désir. Voilà, j'avais pas envie. Leur vie intime est un vrai casse-tête. Puis il a une addiction sexuelle. Toujours besoin de plus, toujours besoin d'aller voir ailleurs. Je fais un blocage moi-même sur tout ce qui est rapport sexuel. Troubles médicaux ou blocages psychologiques. Je suis entre guillemets atteinte de vaginisme. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Addiction. Il se faisait soit des massages nudistes, ou alors il allait sur Internet et il demandait à ces personnes de se déshabiller. Malgré toutes ces difficultés, est-ce possible de retrouver une sexualité épanouie? Je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et tout de suite, j'ai ressenti du désir. Et ben aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai rencontré donc un homme. Il a amené les choses tout en douceur et alors là, tout s'est débloqué chez moi. Mon corps s'est réveillé, le désir est revenu. Enfin, incroyable, une renaissance, voilà. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur notre plateau aujourd'hui. Le sujet que nous allons aborder avec elles est intime et plutôt tabou. Il leur a donc fallu bien du courage pour oser témoigner sur cette thématique. Alors qu'elles étaient folles amoureuses, leur vie sexuelle est devenue un vrai casse-tête, que ce soit pour elles ou pour leur partenaire, tout s'est compliqué. Et dans leur intimité, la spontanéité s'est malheureusement envolée. Alors quel impact ces difficultés ont-elles eu sur leur vie à deux? Sont-elles parvenues à changer la donne? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous raconter aujourd'hui. Et puis restez bien avec nous, car dans l'histoire continue, nous prendrons des nouvelles de Geneviève que nous avions reçues il y a 7 ans. Mais donnons tout de suite la parole au docteur Marc Géraud, qui sera notre expert aujourd'hui, qui a d'ailleurs gravi les échelons à toute allure dans cette émission, puisque nous l'avons reçu 2 fois déjà sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est pour vos compétences professionnelles que vous êtes là. Vous êtes sexologue et médecin urologue à Compiègne, dans l'Oise, et vous allez pouvoir nous éclairer sur les histoires de nos invités tout au long de cette émission. Alors, tous les couples, j'imagine, peuvent rencontrer un jour ou l'autre des difficultés dans leur vie intime. Personne n'est exclu. Qui peut dire qu'un jour, il n'aura pas un problème d'intimité, d'affectif ou sexuel? Je crois que personne ne peut se garantir d'être parfait et d'avoir un plaisir et de satisfaire l'ensemble de son ou de sa partenaire sans jamais avoir le moindre problème. Alors le problème, c'est que souvent, on ne sait pas les gérer, ce genre de problème, et on réagit pas toujours de la bonne façon. Au lieu d'en parler, chacun s'isole, souvent peut-être, en taisant son problème. Alors, il y a souvent déjà un grand temps de latence avant qu'on prenne conscience qu'il y a un problème. Et c'est au bout d'un moment qu'il faut révéler à l'autre qu'il y a un problème. Et souvent, il y a un problème quand il y a un décalage. Et quand ce décalage veut dire qu'il y a forcément souffrance de l'un des deux. Pourquoi il faut un temps de latence en espérant que ça puisse se rétablir, c'est ça? C'est une question de normalité. C'est-à-dire que pour l'un, ça peut paraître normal. C'est une question de tolérance. C'est-à-dire qu'on peut... Et puis ça peut être aussi quelque chose de passager. Donc avant de remettre en cause le couple, avant de remettre en cause la liaison ou la relation, il faut peut-être laisser un petit peu le temps faire. Mais quand on voit que c'est durable, que ça persiste et que l'un des deux souffre, je pense qu'il doit en parler. Et il doit en parler en exprimant sa souffrance à lui et pas en faisant un reproche à l'autre. Tu ne dois pas dire je te reproche de faire ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ouais. Moi, je souffre, je regrette qu'il ne se passe pas ça entre nous. J'aurais voulu. Voilà. Et c'est important de rendre compte à l'autre du décalage et de la souffrance. On va tout de suite faire la connaissance de Caroline, qui se sent un peu dépassée aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour.
Caroline, vous êtes en couple avec votre compagnon depuis 3 ans maintenant et vous avez le sentiment d'être à la croisée des chemins en ce moment. En quoi votre vie intime est-elle devenue un véritable casse-tête? Alors disons que depuis quelque temps, je suis entre guillemets atteinte de vaginisme, donc qui est la contraction des muscles pelviens constamment dès qu'on essaye de m'approcher. D'accord. Voilà. C'est quoi? C'est une pathologie? C'est consécutif à un problème particulier? Alors d'après les professionnels que moi j'avais rencontrés, pas spécialement, c'est surtout que moi je fais un blocage moi-même sur tout ce qui est rapport sexuel. Voilà. Mais vous avez traversé un problème particulier dans votre couple qui vous a fait évoluer de cette manière-là? Non, non, du tout. C'est depuis le départ que je me comporte ainsi et que je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça, justement. Alors, le vaginisme, peut-être un éclairage, docteur Géraud? Alors, c'est une pathologie qui est extrêmement connue. C'est une contraction involontaire des muscles du périnée de la femme qui crée une fermeture extrêmement forte de tout le périnée, rendant toute pénétration ou toute même sensibilité locale impossible. Et c'est uniquement mécanique ou ça peut avoir une origine psychologique? Ou l'origine psychologique entraîne un problème mécanique? Alors, il est important, quand une patiente consulte pour ce genre de symptômes, effectivement, de commencer par éliminer une cause médicale, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des phénomènes douloureux locaux, des maladies qui peuvent créer. J'avais par exemple l'exemple d'une femme qui croyait avoir un vaginisme, mais en fait, elle avait une anomalie de son vagin qui était cloisonnée, donc elle ne pouvait pas du tout avoir de rapport, puisque son vagin n'était pas ouvert. Vous avez évacué cette hypothèse? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai rencontré Voilà, c'est la première chose à éliminer, c'est d'avoir un examen par un médecin, gynécologue ou sexologue soigneux pour vérifier toutes ces causes. Voilà. Et puis après, effectivement, ça peut relever d'un phénomène psychologique qu'il faut étudier avec la patiente sur son éducation, sur sa vie personnelle, sur son intimité, sur sa perception du désir, sur sa perception de l'acte sexuel, pour voir si c'est vraiment un vaginisme. Alors, on va peut-être remonter quelques années en arrière. À quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel? À l'âge de 17 ans à peu près. Avec quelqu'un que vous aimiez? Ah oui, énormément. Ouais. Qui est toujours mon compagnon actuel. Et voilà, il y a eu un blocage dès le départ, en fait. D'accord. Ouais. Donc, en fait, vous n'avez jamais vraiment éprouvé de plaisir dans la relation sexuelle? Voilà. Donc, vous êtes toujours ensemble tous les deux? Oui. Il y a eu quelques ruptures, mais on est toujours ensemble. Alors, il y a eu des ruptures en raison de ce problème? Voilà, tout à fait. En fait, ça a été un peu la façon de dire de mon compagnon qu'il fallait trouver une solution, qu'il fallait rebondir et ne pas justement se fermer constamment aux problèmes. Vous en avez parlé ensemble? Oui, oui, oui. On a rencontré un sexologue ensemble. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Disons que voilà, il y a quand même ce problème de vaginisme qui ressort à chaque professionnel que je rencontre. Et ensemble, ça en ressort que, bon, à un moment donné, au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qu'on aimerait évoluer, mais qu'on n'y arrive pas pour le moment là-dessus. Alors, donc j'imagine que vous avez commencé à en parler avec votre compagnon. À quel moment? Il a fallu qu'il vous quitte plusieurs fois avant d'oser en parler avec vous? Alors, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour déjà aborder le sujet, déjà au sein propre de ma famille, avant mon compagnon. Il m'a fallu quand même à peu près 2 ans avant d'oser en parler. Au bout de ces 2 ans... Vous en avez parlé d'abord à votre famille? Oui, parce que je suis très fusionnelle avec ma mère et du coup, je me sentais plus à l'aise en fait d'en parler avec elle qu'avec mon compagnon directement. Et quand vous l'avez abordé avec lui, ça a amélioré votre rapport? Alors, il a un peu plus compris le fait que justement, je détournais à chaque fois le fait de vouloir un rapport sexuel. Je trouvais justement des excuses, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, donc à chaque fois pour repousser. Donc il commençait un peu plus à comprendre le fait que je repousse. Mais du coup, ça a été aussi l'opportunité pour moi d'essayer d'aborder le fait de rencontrer un professionnel à 2. Et de ne pas toujours y aller toute seule. Donc finalement, il y est allé avec vous. Ouais. Et malgré ça, la situation ne s'est pas améliorée? Non. Vous en êtes où aujourd'hui tous les deux?
On en est que... Alors, moi, j'ai l'impression d'avancer un petit peu quand même. Ça se traduit comment? Ça se traduit, bon, pour juste donner un exemple, il y a 2 ans de ça, c'était impossible. J'étais en incapacité de mettre un tampon. Et cette année, ça a été la première fois que j'ai pu mettre un tampon. Donc pour moi, je pense que c'est une petite ouverture qui se fait déjà dans mon esprit et physiquement, je pense. Et ensemble, on en est aussi au point qu'on essaye d'avancer tous les deux. On essaye de pouvoir rencontrer un professionnel qui m'apportera un peu plus que ceux que j'ai déjà rencontrés. Vous avez rencontré plusieurs? Alors j'ai rencontré 2 sages-femmes, justement pour travailler tout ce qui était les muscles. J'ai rencontré donc le gynécologue, un sexologue et 2 infirmières psychologues pour essayer d'aborder le sujet librement. J'ai l'impression que pour l'instant, les sexologues qu'elle a rencontrés se sont arrêtés à l'étape diagnostique et qu'elle n'a pas vraiment commencé la partie thérapeutique qui est très importante une fois que le diagnostic est posé, qu'on a éliminé les causes médicales et qu'on rentre dans... Alors qu'est-ce que ça peut être la partie thérapeutique? Alors la thérapeutique, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire qu'on apprend aux femmes à apprivoiser leur corps, à découvrir ce que leur vulve, découvrir leur vagin, découvrir qu'à cet endroit, il y a un organe qui sert à quelque chose. Donc il y a comment des il exercices fonctionne. pour ça? Vous savez que beaucoup de femmes, je ne dirais pas de chiffres, mais beaucoup de femmes sont incapables, sur un dessin, vous montrez un dessin de vulve à une femme, beaucoup de femmes ne savent pas vous dire où est le clitoris. Et donc, c'est tout un travail progressif avec un thérapeute spécialisé pour apprivoiser et appréhender son vagin, comment elle va s'en servir, quel plaisir elle va pouvoir avoir avec ce vagin. Et c'est un travail qu'il faut faire, mais qu'elle n'a pas encore commencé, je pense. C'est pas ce que vous avez fait avec les sages-femmes? Ça a été très court avec les sages-femmes, donc on n'a pas eu le temps, je pense, d'aborder aussi cette façon de travailler. Par contre, avec le sexologue, c'est vrai qu'il m'a fait quelques séances de relaxation. Donc je ne savais pas si sur la façon de décontracter les muscles. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On trouve toujours, sur 60, ça guérit dans 90% des cas. Hein. Mais il faut qu'elle trouve la personne avec qui elle s'entend bien. La sexologie englobe beaucoup de spécialistes. Hein. Il y a des médecins, il y a des gynécologues, il y a des sages-femmes, il y a des kinés. Donc il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un avec qui vous avez l'empathie, avec qui ça marche bien, avec qui vous sentiez bien, peut-être une femme plutôt avec qui vous serez plus à l'aise, et qui va vous apprendre petit à petit à faire ce travail sur vous-même. Vous ne trouverez peut-être pas tout de suite la cause, hein, mais il y a sûrement eu un truc. Je suis assez fascinée et impressionnée par votre courage parce qu'on mesure à quel point ça a dû être difficile d'oser en parler dans votre famille dans un premier temps, ensuite d'aborder ce sujet avec votre compagnon et de venir en parler comme ça devant des caméras de télévision. Franchement, comment vous l'expliquez, comment vous vous sentez là sur ce plateau aujourd'hui? Alors honnêtement, je me suis dit que ça serait aussi l'opportunité, je pense pour moi, de rencontrer des personnes qui ont été ou qui sont dans la même situation que moi. Et je me dis peut-être que ça pourrait être une porte de sortie parmi tant d'autres qui pourra m'aider à avancer. On va ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Tant de frustration » et on va faire connaissance avec Dorothée. Et j'espère qu'à travers les témoignages de nos autres invités, vous allez trouver peut-être des clés, des réponses ou que ça va vous permettre d'envisager les choses sous un autre angle, si je peux me permettre. C'est difficile de trouver des expressions dans ce type de situation. Dorothée, bonjour. Merci d'être avec nous. Caroline nous parlait donc de son problème à être épanouie sur le plan sexuel. En quoi son témoignage fait-il écho au vôtre? En fait, elle est en phase d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Moi, c'est fait. Donc, ça me rappelle une certaine période de ma vie, on va dire. Où vous-même, vous avez souffert de vaginisme? Du tout. Non, ça, par contre, c'est pas mon souci, ça, non. D'accord. Alors, de quelle manière s'est déroulée votre première fois? Alors, ma première fois s'est déroulée très mécaniquement. Voilà. Ça a été une relation sexuelle pour faire l'acte sexuel. Fois. À quel âge? J'avais 16 ans. D'accord. Donc, c'était pas vraiment un bon souvenir? C'est pas un mauvais souvenir, puisque j'ai quand même pas fait avec n'importe qui. J'ai quand même choisi une personne bien. Mais vous n'aviez pas forcément de sentiments? J'avais des sentiments, mais je n'avais pas de désir.
aucun. J'ai fait ça mécaniquement, je ne me suis pas trop posé de questions. Voilà. À cette époque, que vous inspirez les hommes et justement cette notion de désir? J'étais très très gênée en fait par le regard de désir qu'un homme pouvait porter sur moi. Pour moi, c'était assimilé à un regard de pervers en fait. L'homme qui posait le regard avec de l'envie sur moi, c'était un pervers pour moi. J'arrivais pas à dissocier les deux en fait. Jusqu'à ce que vous tombiez amoureuse d'un garçon. Quel profil avait-il? Donc c'était un garçon très gentil, très doux. Alors en quoi était-il différent des autres et en quoi son regard sur vous Il n'avait pas le même regard. Il avait un regard de garçon amoureux, de garçon admiratif, comme quand on tombe amoureux, mais il n'avait pas ce regard où tout de suite on voit que le garçon a envie de passer à l'étape suivante. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu. Bon, après, c'est vrai que physiquement, il m'a plu, il était gentil. Mais vous avez éprouvé du désir pour lui? Alors lui, oui. Mais très, très peu, quoi. Très, très peu. D'accord. C'était très, très discret, on va dire que j'ai... Maintenant, je peux en parler parce que j'ai du recul par rapport à ça. Je peux dire que j'ai eu, oui, un peu plus de désir que pour les autres, mais c'était pas ça, quoi. Je veux dire. Et donc, vous avez commencé à vous poser des questions. Ça vous a alerté, ce manque de désir? Non, ça m'a pas alerté parce qu'en fait, quand on sait pas ce que c'est, réellement avoir du désir, on peut pas savoir qu'on a un souci, en fait. Puisqu'on sait pas réellement... Mais ça se traduisait comment, ce manque de désir? C'était au point de le repousser? Non, parce qu'en fait, avec cette personne que j'ai rencontrée, lui il avait 18 ans, moi j'avais 17 ans, non, on avait des rapports sexuels très fréquents, comme des personnes jeunes qui se rencontrent, mais c'était très mécanique. Bon, et vous n'êtes pas resté avec ce garçon, la vie vous a séparés, et à 23 ans, vous avez rencontré le père de vos enfants. Vous avez toujours été très proches, tous les deux. Oui. Quelle confidence avez-vous ressenti le besoin de lui dire au début de votre relation? En fait, quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais plus jeune. Comme quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite senti qu'il me plaisait beaucoup physiquement, vraiment. C'était la personne qui m'avait le plus plu, en fait, jusqu'à maintenant. Et je pense qu'inconsciemment, je sentais que j'avais un souci. Je l'avais occulté parce que c'était trop douloureux pour moi. Donc j'ai eu envie de lui avouer quelque chose que je n'avais pas osé avouer aux autres, en fait. Mais qui est revenu à vous à ce moment-là ou que vous portiez? Que je portais, mais inconsciemment, je l'avais complètement enfoui au fond de moi-même. Mais avec lui, je sentais que j'allais faire un bon bout de chemin et je pensais qu'il fallait qu'il soit au courant. Alors, qu'est-ce que vous lui avez révélé? Je lui ai révélé que j'avais été victime d'abus sexuels quand j'étais petite et à l'adolescence aussi. À ce moment-là, est-ce que vous aviez conscience que ce traumatisme avait pu avoir un impact sur votre rapport à la sexualité et au désir? Non, parce que j'avais vraiment occulté ça. C'était trop dur pour moi d'en parler. Ça a été, le père de mes enfants était la première personne avec qui j'ai pu en parler. Et puis moi, je ne savais pas... ne sachant pas ce qu'est réellement le désir, je ne peux pas savoir... Je ne savais pas que j'avais un souci. Je pense que je m'en doutais, mais je ne voulais pas me l'avouer, en fait. Comment a-t-il réagi, ces confidences? Il a été très doux, très compréhensif, très en colère aussi. Il a eu une réaction où voilà, il voulait faire un peu justice lui-même, etc. Mais il a été très à l'écoute. Avec le temps, quelle tournure votre intimité a-t-elle prise? Donc en fait au départ ça s'est passé, déjà c'est quelqu'un pour qui j'avais un petit peu plus de désir que pour les autres quand même. Parce qu'il me plaisait beaucoup et avec lui j'étais très à l'aise. Mais en fait on a eu, donc, comme dans les premiers temps en fait, pas mal de rapports sexuels et assez rapidement j'ai plus eu envie. Après avoir eu vos enfants ou avant vos grossesses? Avant. Au bout d'un an à peu près. Plus envie du tout? En fait, il fallait qu'il vienne vers moi. J'y pensais pas, ça m'intéressait pas spécialement. J'avais pas envie. Je ressentais pas le besoin. Et quand il venait vers vous, vous le repoussiez? Ça arrivait, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle fréquence vous aviez des rapports à ce moment-là? On va dire 2 à 3 fois par mois, mais des fois ça pouvait être 2 fois dans une journée et puis plus du tout pendant 2 voire des fois même 3 mois.
Donc vous sentiez que ça posait des problèmes à votre compagnon? Alors oui, ça c'est sûr, je le sentais, mais en fait, à cette époque-là, il m'en a pas parlé. Il m'en a pas parlé parce que je pense qu'il avait... Enfin, j'en ai discuté depuis avec lui, hein, mais je pense qu'il savait que j'avais un souci par rapport à ce que je lui avais raconté, qu'il ne fallait pas m'en parler parce que c'était trop douloureux, ça il l'avait perçu aussi, qu'il ne voulait pas non plus en parler avec moi pour ne pas faire d'éléments de comparaison avec d'autres femmes, chose qu'on a fait plus tard. Et il savait que ça allait s'arranger avec le temps. Un regard du docteur Géraud? Dorothée a fait un travail très important sur elle. Hein. Mais je pense qu'elle a mis beaucoup de temps à avouer ce secret, ce viol qu'elle a eu quand elle était petite. On sait que ça a un impact énorme sur la vie sexuelle des femmes après. Hein. Beaucoup de femmes nous on les découvre à l'âge adulte, et c'est des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme, elles n'ont pas de plaisir. Et en fait, il faut rechercher ce genre de sévices qui sont malheureusement très très fréquents. Hein. On rencontre très souvent ce genre de problème. Ça a un impact énorme sur la sexualité des femmes, hein, c'est évident. Là, je crois que c'est vraiment important que vous ayez pu faire tout ce travail sur vous-même. Alors, les premiers hommes que vous avez rencontrés, c'était simplement de l'excitation. C'était de l'excitation sexuelle banale, sans désir. Parce que tous vos sentiments étaient bloqués par ce regard pervers que vous voyez dans le regard de vos amants, qui était en fait celui qui vous avait violé au départ. Ouais, c'était le regard de l'autre que vous voyez, qu'il a fallu travailler et effacer en vous. Alors, vous nous direz tout à l'heure quel événement vous a, contre toute attente, réconcilié avec le désir. Vous nous parlerez de la suite de votre histoire tout à l'heure, mais d'abord, on va faire la connaissance d'Émilie. Bonjour. Où en est votre vie sentimentale, Émilie, depuis 6 mois? Je suis séparée de mon compagnon parce qu'il a une addiction sexuelle. Voilà. C'est vous qui l'avez quitté? Oui. Cela faisait 5 ans que Nathan partageait votre vie. Au début de votre histoire, en quoi son comportement vous a-t-il mis la puce à l'oreille? Disons qu'il y avait quand même... Au début, ça se passait comment, vos relations sexuelles? Vous aviez des rapports tous les combien? Ça se passait bien. Nos rapports sexuels sont toujours très très bien passés. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. C'est simplement qu'il avait toujours besoin de plus. Il vous exprimait son besoin de plus? Pas spécialement, non. Quand il était en manque, il y avait des différences. Il n'était pas pareil quand il y avait un manque. Je le voyais dans les rapports sexuels, il était un peu plus brutal, il était un peu plus... c'était un autre, c'était complètement un autre. Il voulait faire des choses extravagantes, sauf choses qu'on ne faisait jamais avant, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et il y avait une surenchère où c'était de temps en temps ces demandes variées d'une fois à l'autre? Oui, voilà. C'était des demandes de plus en plus extravagantes? Non, c'était une fois de temps en temps. Donc c'est ce que vous expliquez quand il était en manque, c'est-à-dire qu'il avait des besoins un peu différents. Voilà, oui. Et alors comment vous avez compris que dans ces moments-là, il allait voir ailleurs? Parce que moi c'était l'intuition surtout, ça jouait surtout sur l'intuition. Il a fini par vous l'avouer? Parce que je le cuisinais, oui. Il allait voir des professionnels pour obtenir ce qu'il voulait? Ou c'était des liaisons? Il avait des liaisons, beaucoup de liaisons, qu'il rencontrait soit au travail ou autre. Ou sur même Internet, des choses comme ça. Mais à chaque fois, vous avez su? Oui. Et vous avez supporté? J'ai supporté, mais on s'est beaucoup séparés. Je supportais, mais il y avait des fois où on se... Et vous reveniez toujours? Oui, par amour. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je revenais à chaque fois. Moi-même. Il a fini par trouver des palliatifs pour justement renoncer à vous tromper. Oui. Quel genre? Il allait sur... en fait, il se faisait soit des massages nudistes. Donc, en fait, lui était tout nu, puis les masseuses aussi. Ou alors, il allait sur Internet pour discuter de sexualité avec des inconnus. Ou alors après, c'était plus ces choses-là. Et ça, vous le tolériez? Je ne l'ai pas su au début. Donc mais quand je l'ai su, bon, j'ai toléré aussi.
jusqu'au jour où vous avez assisté à une scène qui vous a profondément déstabilisé. Oui. C'était en 2011, après une énième remise au point. De quoi avez-vous été témoin? En fait, moi, j'étais dans le salon et lui était dans le bureau. Et je suis arrivée dans le bureau et j'ai regardé l'ordinateur, ce qui était devant l'ordinateur, donc j'ai regardé comme ça machinalement. Et j'ai vu qu'il discutait avec des personnes et il demandait à ces personnes de se déshabiller. Sauf que moi, quand je suis rentrée, je n'ai pas vu que la webcam était allumée. Donc ces gens-là m'ont vu furtivement, mais ils m'ont vu. Et ils disaient, si je vais, enfin, ce que les personnes justement disaient, mais toi aussi, si nous on se déshabille, toi aussi tu te déshabilles. Et il disait, je vais vous montrer ma femme, mais déshabillez-vous avant. Voilà. Donc, comment avez-vous réagi? Sur le coup, j'ai rien dit. Sur le coup, j'ai rien dit. J'étais tellement choquée que j'ai rien dit. C'est après qu'on en a reparlé. Comment s'est-il justifié? Il s'est justifié en disant que pour lui, c'était normal. Il parlait simplement de sexualité, pour lui, c'était normal. Voilà. Son comportement est normal. Donc après cet épisode, vous avez mené l'enquête pour comprendre qui était vraiment votre conjoint et qu'avez-vous découvert? J'ai découvert que finalement, ça faisait un bout de temps que c'était comme ça. Enfin, j'ai fait mon enquête en enregistrant toutes les conversations, justement, Internet. Et je me suis aperçue que voilà, c'était vraiment accro. Il était vraiment accro, il était addict. Pour moi, c'est une addiction sexuelle. Donc, à quelle conclusion en êtes-vous arrivé, vous? Vous êtes dit quoi? Je me suis dit, est-ce que je l'aide, est-ce que je l'aide pas, déjà? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aide? L'aide? Voilà, parce que j'avais toujours ce besoin de l'aider. Je ne sais comment, mais j'avais toujours ce besoin de l'aider. Ah, le syndrome de l'infirmière. Alors ça, c'est pas terrible, en général. Ça se termine souvent mal. Non? Émilie a décrit typiquement quelque chose d'assez caractéristique, qui est donc l'addiction. L'addiction au sexe, c'est quelque chose de bien précis, parce que c'est une hyperactivité sexuelle. Bon, l'hyperactivité sexuelle, ça existe, c'est des gens qui ont envie d'avoir des rapports fréquents, multiples, répétés, mais ça existe. Mais dans l'addiction, il faut rajouter le caractère compulsif et surtout la souffrance. C'est des gens qui sont en souffrance lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins sexuels. Et donc, ils ont un manque, et elle le décrit très bien, ils ont un manque comme les gens qui sont addicts à l'alcool ou les boulimiques, et donc ils sont en recherche permanente. Ils ont des phases, donc des phases de prospection, où ils vont chercher leur proie, les phases de préparation, la phase compulsive, où quoi qu'il arrive, même si c'est pathologique, même s'ils sont conscients que ce qu'ils font est mal, ils le font, et après, ils ont une phase d'angoisse qui est terrible. Donc, c'est des phénomènes très particuliers. Vous dites, après l'acte sexuel, ils ont une phase d'angoisse? Ah oui, énorme. Donc ça leur procure même pas de plaisir? Si, au moment de l'acte, ils ont un grand shoot, comme s'ils prenaient de la drogue. Ouais. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le font, c'est pour rechercher ce plaisir suprême, ce shoot suprême. Mais après, ils ont une descente en enfer qui est assez grave et qui est assez douloureuse. Parce que quoi, ils se culpabilisent? Non, c'est parce qu'ils ont une dépendance mentale, hormonale, psychologique, qui fait qu'ils ont besoin de... Contrairement aux hypersexuels, l'hypersexuel, il va avoir un rapport matin, midi et soir, ou n'importe où, n'importe comment, mais il ne sera pas en manque, il pourra vivre normalement. Tandis que l'addict, il est sur son ordinateur, il va aller se masturber, il va aller regarder un film porno, il va aller... parce qu'il en a besoin brutalement. Et c'est compulsif. Mais c'est quand même des pathologies qu'on rencontre très rarement. Et souvent, c'est des gens qui ne consultent pas les sexologues. Ils vont plutôt consulter les psychiatres ou les centres d'addiction pour leur manque. Mais pour eux, ce n'est pas un problème sexuel, c'est vraiment un problème de manque. Vous retrouvez Nathan dans ce profil-là? Oui, tout à fait. Oui. Donc vous diriez quoi, hypersexuel ou addict? Addict, ouais. Donc là, vous êtes séparés, vous êtes toujours en contact tous les deux? Oui. Oui, on s'entend. À part ça, on s'entend très bien. C'est ce souci-là qui fait que... Il a d'autres addictions? Non. Ou alors, elle n'est pas connue. Pour quelle raison êtes-vous ici? Vous n'avez pas renoncé à cette histoire?
Pas renoncer, je sais pas, j'ai toujours envie de l'aider. Je me dis toujours qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça peut l'aider, peut-être que... En quoi elle peut l'aider? Est-ce qu'elle se présente comme quelqu'un qui voudrait l'aider? Difficilement, parce qu'il n'y a que lui qui, par sa souffrance, va consulter pour se soulager et guérir de son mal. Je pense que vous pouvez difficilement l'aider. Est-ce que c'est dangereux pour elle de se situer dans ce rôle de la personne aimante, un peu infirmière Elle se ruine, hein. Elle se ruine à rester avec lui pendant que lui, il est dans son trip, sans s'occuper d'elle, hein, parce que je pense qu'il ne s'occupe pas tellement de vous. Hein, Mais est-ce qu'il y a des sentiments pour vous? Oui, ça par contre, je suis sûre, et il m'aime, réellement. Alors est-ce que c'est possible quand même, non? Est-ce qu'on peut dissocier une relation amoureuse et aimante et l'envie d'avoir du sexe avec d'autres personnes? C'est quoi aimer quelqu'un? C'est qu'est-ce qu'ils construisent ensemble? Qu'est-ce qui vous avez des projets de vie? Vous avez envie de vivre ensemble? Vous avez envie... Ça veut dire quoi aimer? C'est juste vous ébattre comme des fous, ou c'est construire quelque chose ensemble? J'imagine que c'est ça votre projet. Oui. Est-ce que lui, il a des projets? Oui. Il a des projets, il a envie. Et il a envie aussi de s'en sortir. Il a envie, mais il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Alors, il y a des thérapeutiques, à la fois médicamenteuses, les inhibiteurs de la sérotonine, de recapture de la sérotonine, des antidépresseurs. On peut aider médicalement ces patients à s'en sortir. Il y a vraiment des traitements maintenant qui fonctionnent avec des psychothérapies pour vraiment, comme d'autres addictions. Il est déjà allé jusque-là, jusqu'à un traitement médicamenteux? Non. Alors, il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais il a accepté de témoigner par téléphone. Donc ça veut dire quand même qu'il a envie de s'en sortir et qu'il a quand même le projet de rester avec vous et de construire peut-être avec vous. On fera sa connaissance en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, écoutons quelques appels à témoins et on se retrouve juste après. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous ne vouliez pas d'enfants et pourtant, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une famille nombreuse. Vous avez longtemps privilégié votre carrière et votre vie de femme et vous refusiez l'idée d'être mère, mais aujourd'hui, vous êtes enceinte. Alors que vous vous étiez juré de ne jamais avoir d'enfants, vous avez finalement changé d'avis sur le tard et vous êtes devenue une vraie mère poule. Votre femme ne voulait pas d'enfants, mais grâce à votre force de persuasion, elle a finalement cédé à vos demandes. Vous n'avez jamais voulu devenir mère, mais maintenant que vous avez plus de 40 ans, vous avez peur de regretter votre choix. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. En 2006, Geneviève rencontrait des difficultés en tant que directrice d'école. Ça a démarré comme ça. Le père m'a tiré violemment en arrière la tête et là j'ai été tétanisée de peur. 7 ans plus tard, loin de ces violences, Geneviève a ouvert une nouvelle page de sa vie. Elle nous la fera partager tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Quand vous étiez enfant, l'un de vos parents ou de vos proches était incarcéré. La prison a donc marqué votre enfance. Vous êtes ce qu'on appelle un bébé parloir, vous avez été conçu en prison. Alors que votre mère était incarcérée, vous êtes né en prison et vous y avez passé vos premières années. Vos deux parents étant incarcérés, vous avez été élevé par un membre de votre famille. Votre enfance a été rythmée par les visites au parloir, vous alliez voir très régulièrement votre père, votre mère ou l'un de vos frères et sœurs en prison. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue à vous si vous nous
rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Ce sont des témoignages particulièrement courageux que nos invités nous livrent aujourd'hui. Depuis des années, leur vie intime est un casse-tête. Mais elles font tout pour décortiquer leurs problèmes ou celui de leur partenaire et pour tenter de le résoudre. Marc Géraud, notre sexologue, est là pour leur donner tous ses conseils. On va découvrir maintenant le témoignage de Yasmine qui s'exprime de manière anonyme aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est par égard pour l'homme dont vous allez nous parler que vous prenez la parole anonymement. Sous quels auspices votre vie amoureuse a-t-elle démarré? Dans les premières années, l'homme qui allait devenir mon mari avait quelques difficultés à s'engager. Nous étions jeunes. Moi, j'ai su très rapidement que c'était l'homme de ma vie et je n'ai pas eu trop de difficultés de cet ordre-là. D'un point de vue de notre sexualité, nous sommes rentrés dans une sexualité qui était pour moi, dès le démarrage, un petit peu experte. Je n'avais pas eu beaucoup de relations avant lui et voilà. Vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré? 18 ans. Pas beaucoup de relations, c'est-à-dire vous en aviez déjà eu? Oui, mais peu et parce que lui était un expert? Non, il n'était pas expert, mais il avait eu quelques relations un peu plus, je dirais, avancées. Enfin, il était quand même plus aguerri. C'est pas désagréable en général de tomber sur quelqu'un de plus expérimenté? Non, mais j'étais, c'était pas désagréable, mais j'étais, je sais pas si on peut employer le terme choqué, mais j'étais pas à son niveau quand on s'est connus sur ce domaine-là, et donc ça a démarré un peu trop vite pour moi. Mais ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas mal passé du tout. Voilà, donc bon, ça m'a pas posé difficulté outre mesure. Je pense. Ça vous a pas effrayé, ça vous a pas dégoûté? Non, ça m'a pas effrayé, ça ne m'a pas dérouté. Sinon, je lui aurais dit. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même une approche un peu. Enfin, j'étais un peu étonnée. Et ça allait un petit peu vite, mais bon, je me suis habituée, je me suis mis à son niveau et les choses ont avancé. Bon. Lequel d'entre vous a commencé à ressentir une certaine insatisfaction? En fait, c'est mon mari qui m'a fait part de sa souffrance, tout simplement, par rapport à un manque de rapport sexuel, tant dans la fréquence que dans la qualité, mais après quelques années quand même. Alors, donc, vous êtes mariés, vous avez eu des enfants? Oui. La sexualité s'est détériorée après vos grossesses? Pendant les grossesses? Non, en fait, la sexualité, la sexualité ne s'est pas détériorée, c'est mon désir qui s'est détérioré. Oui, donc la sexualité voilà. aussi. C'est ce que j'entendais. Voilà. En fait, à l'issue nous étions encore jeunes et mon mari est parti en vacances avec ses amis. Il a fait la fête et quand il est rentré, il m'a avoué qu'il avait flirté. Rien de catastrophique, mais j'avais beau avoir 20 ans, 22 ans, je ne sais plus exactement. J'étais très amoureuse et je l'ai vécu comme une très grosse blessure. Rien de catastrophique, c'est quand même une sorte de trahison, quoi. Voilà, donc je l'ai très mal... C'était avant d'avoir vos enfants, ça? Oui, bien avant. Et j'en ai vraiment beaucoup souffert, mais bon, je l'aimais tellement que je lui ai pardonné. Mais c'est à partir de là que le désir s'est effacé. Ah, vous avez commencé à douter. Il a trahi votre confiance? Oui, alors c'est vrai que dans les premières, je ne sais pas si on peut dire années, mais les temps qui ont suivi ce flirt qu'il a eu avec une autre, j'étais effectivement sûrement jalouse et je manquais probablement un peu de confiance. Mais je l'aimais, donc on a poursuivi. Mais c'était pas volontaire de ma part, ce manque de désir, hein. C'est venu comme ça. Mais donc c'était au point que vous vous refusiez à lui? Ah non, en fait, non. Vous n'éprouviez pas de plaisir? Je n'éprouvais pas de désir, j'ai éprouvé de moins en moins de plaisir aussi. Mais j'allais à l'acte sexuel parce que c'était une obligation. Il ne m'obligeait pas, mais c'était une obligation pour moi si je voulais garder mon mari. Vous dites ça comme si vous alliez à l'abattoir, quoi, quand même. Non, mais ça a été un devoir conjugal. C'était une corvée peut-être, mais il fallait en passer par là pour garder mon mari et je l'aimais et c'était pas si dramatique que ça, j'en souffrais pas terriblement. Mais c'était vrai que je le faisais pas avec grand... Il devait souffrir
vous ne deviez pas être aussi détendue, offerte et généreuse dans l'acte que vous l'auriez été si vous l'aviez désiré. Absolument, et il en souffrait. Bah oui. Mais je n'arrivais pas à faire autrement. Il s'est accommodé, on va dire, dans la souffrance de cette situation. Et moi, j'ai accompli mon devoir conjugal, mais ça n'était pas une si grande souffrance que moi. J'étais une femme très heureuse, une épouse très heureuse et une maman très heureuse. Et voilà, mais malheureusement... Sauf qu'il vous faisait des petites... Est-ce que vous vous culpabilisiez de ne pas le désirer? Oui, bien sûr. Et de ne pas répondre à ses demandes, peut-être? Bien sûr, quand on aime un homme, on a envie de lui faire plaisir, c'est une évidence. Et voilà, mais je n'avais pas d'autre moyen que de lui faire plaisir en me forçant. Et pourtant, vous l'aimiez? Ah oui. Il n'a peut-être pas su vous donner envie de vous occuper de lui? Non, Parce que ça peut souvent arriver, ça, que les hommes attendent, mais ne fassent rien pour... C'est souvent dans ce sens-là, souvent les hommes qui sont plus demandeurs et une insatisfaction de qualité et de quantité. J'ai envie de dire, moi, Yasmine, mais est-ce que vous vous occupez de vous-même? Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous vous occupez de vous-même? Est-ce que vous octroyez à vous-même votre propre plaisir avant de ne travailler que par le plaisir que vous apportez à votre partenaire? Est-ce que vous vous offrez des moments où vous êtes seul, où vous faites plaisir, où vous avez... Vous parlez de plaisir sexuellement? Les deux. À la fois sexuel, mais aussi vos loisirs, sortir avec des copines, faire des soirées entre nanas, et puis que ça plaise ou que ça plaise pas à votre mari. Et on a l'impression que vous êtes un petit peu soumise à la femme bien rangée qui est là pour... Non, pas du tout. C'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit la bonne interprétation. Mon mari, peut-être que j'avais effectivement une sorte de soumission pour essayer de le rendre heureux de ce côté-là, sans y parvenir, malheureusement. Mais j'ai consulté assez rapidement, assez rapidement, quand mon mari m'a manifesté sa souffrance, j'ai consulté un sexologue qui était un gynécologue et qui a jugé bon de me... pour sûrement me débloquer, de m'instruire. Et il m'a demandé de lire le rapport HIT, qui est un livre qui a été écrit par qui a été réalisé par un sexologue et qui reprend le témoignage de nombreuses femmes sur leur sexualité. Donc j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de pratiques sexuelles, et j'ai appris aussi à me connaître, à connaître mon corps et à savoir comment je fonctionnais. Mais ça a éveillé effectivement chez moi, ça a éveillé des choses, mais ça n'a pas amener du désir pour mon mari. Pour être plus clair peut-être, mécaniquement, je fonctionne, mais ça ne passe pas par le désir. Est-ce que vous éprouvez du plaisir? De votre mari? Oui, je sais éprouver du plaisir, tout à fait, mais mon mari me procurait du plaisir. À partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, oui, j'ai... Il vous a donné du plaisir? Il m'a donné du plaisir, mais c'était un plaisir... purement mécanique. C'est-à-dire que lorsque nous faisions l'amour, je n'avais pas le sentiment de partager. J'avais le sentiment de... Comment vous dire de prendre votre plaisir. De prendre mon plaisir, mais toute seule. Que ce soit mon mari ou autre chose ou un autre, je pense que ça aurait été pareil. Voilà. J'ai pas pu allier les sentiments, le lâcher-prise et le plaisir. Parce que je n'avais pas de désir. Donc après, vous êtes allés voir un sexologue ensemble? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors après, nous sommes allés voir un sexologue qui, lui, nous a conseillé de visionner des films porno pour éveiller... mon désir. J'en ai vu pas mal, des sexologues. Le rôle de sexologue, quand même. Il ne se casse pas la tête, au moins. J'en ai vu... Il y a une cassette pour... J'en ai vu une petite dizaine, et c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns qui me semblaient quand même un petit peu perchés. Après, avec le recul, parce que quand on y va, on y croit. Et il est sexologue? Oui. Non, et puis, il faut se méfier des normalités. La normalité pornographique. Il y a une étude québécoise où les jeunes filles de 14 ans... lorsqu'elles s'interrogent sur quel rapport sexuel elles vont avoir, se posent la question de savoir si elles doivent systématiquement faire sodomie
fellation, pénétration vaginale et sodomie, parce que dans tous les films porno que vous voyez, s'il n'y a pas la trilogie, vous êtes mauvaise. Hein. Et c'est là où c'est catastrophique, cette normalité pornographique qui circule. Surtout pour les jeunes aujourd'hui qui regardent de plus en plus de films porno et qui considèrent... Il n'y a pas un film porno sans la trilogie fatale obligatoire. Et je pense qu'il faut... on dit, vous savez, qu'il n'y a pas de prêt-à-porter sexuel aujourd'hui. Et c'est là où la consultation chez le sexologue est importante, parce que quand on voit un couple comme ça, il faut voir chaque partenaire séparément. C'est très important parce que chacun va se révéler, va dire ses angoisses, ses souffrances, parfois, au bout de plusieurs consultations, ses jardins secrets, hein, ses secrets de famille, parce qu'il y a des fois des secrets de famille qui sautent d'une génération à l'autre. L'autre va dire aussi ces mêmes choses. Et puis après, on confronte en précisant bien avant qu'est-ce qu'on va avoir le droit de dire ou pas. Et le thérapeute peut servir d'intermédiaire pour pouvoir faire dire à l'un ce qu'on n'ose pas dire à l'autre par l'intermédiaire du thérapeute. Donc c'est tout ce travail qui est très important. Vous avez fait ça tous les deux? Pardon? Vous avez fait ça? Non, il a consulté le premier sexologue une fois. On est allé le voir une fois, je crois, ce sexologue. Et le dernier, nous y sommes allés, donc le dernier, ça remonte à pas très longtemps. Nous y sommes allés, il est venu une fois. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a un peu... et puis une deuxième fois, et puis ça a été tout. Mais pour rebondir sur ce que vous abordiez tout à l'heure, il n'était pas un mauvais partenaire sexuel, c'était un très bon amant. Je ne pouvais pas l'apprécier puisque je n'avais pas ce désir et je n'arrivais pas à aller... J'arrivais au plaisir, mais c'était un plaisir relativement limité par rapport à ce que ça peut être quand on est vraiment dans l'acte. Voilà, il n'a pas pensé qu'à lui lorsque nous avions des relations sexuelles. Il s'occupait de moi, il essayait de faire en sorte que tout fonctionne et il me demandait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc il était quand même attentif. Mais dans l'acte sexuel, je rebondis un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Dorothée. Je le voyais quand on faisait l'amour. Dans son regard, je ne me sentais pas être... je me sentais être un objet de désir et je voyais un côté obsédé sexuel, entre guillemets, dans ses yeux. Donc je fermais les yeux. Mais c'était... c'est bizarre, alors qu'il m'aimait. Et je me suis sentie aimée pendant des années. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il peut vous aimer et vous désirer. Et c'est pas parce qu'il vous regarde comme un objet sexuel pendant l'acte qu'il vous réduit à ça. Oui, mais en fait, comment vous dire, il y avait tout pour que je n'arrive pas à être dedans. Mon corps ne fonctionnait pas, le désir ne venait pas, son regard n'était pas assez aimant pour que je... Voilà, je le voyais plus comme un animal, excusez-moi du terme, que comme un homme aimant. C'est assez difficile, mais c'est incontrôlable ce qui m'est arrivé. Et est-ce que ça a évolué maintenant ou pas? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Elle nous racontera ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va poursuivre avec notre deuxième partie qui a pour titre « Comprendre enfin ce mystère » et on va revenir à Émilie. Vous nous parliez en première partie de votre séparation avec votre compagnon. Selon vous, il a des besoins irrépressibles. Il serait addict au sexe. C'est pour cette raison que vous l'avez quitté. Mais pour autant, vous avez gardé un lien avec lui et vous vous interrogez peut-être sur une poursuite éventuelle et la construction éventuelle d'un couple avec lui. Alors Nathan a accepté de nous donner son point de vue en témoignant par téléphone. Décision courageuse. Bonjour Nathan. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu présent à l'appel d'Émilie. Pourquoi vous avez répondu présent? Parce que j'ai toujours beaucoup de sentiments pour Émilie. Voilà, j'ai toujours aimé, mais pas non plus dans les circonstances qu'on doit aimer quelqu'un à toujours aller voir à droite et à gauche. C'est pas comme ça qu'on aime une femme. Mais au fond de moi, j'ai toujours des sentiments pour elle. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour lui avouer en même temps que je l'aime toujours et que voilà quoi. Je vais essayer de comprendre aussi, même si j'ai du mal à me l'avouer des fois par moments. Vous avez du mal à comprendre quoi?
Comment je suis des fois, j'ai du mal à me l'avouer. Tout à l'heure, j'écoutais donc le docteur, j'ai perdu son nom. Docteur Géraud. Voilà, que il a tout bien dit, comme je me suis reconnu directement dans tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez envie de construire avec Émilie? Vous aimeriez avoir un projet de couple avec elle? Ouais, j'aimerais tellement que revenir et tout effacer, mais je veux dire, je peux pas tout effacer, tout ce que je l'ai fait souffrir aujourd'hui. Oui, mais vous, est-ce que vous vous sentez tiré d'affaire, ou est-ce que vous vous sentez toujours aujourd'hui en prise avec des addictions sexuelles? Beaucoup. Je peux pas dire totalement que tout est bien et fini. Ça serait mentir. Mais j'en ai de moins en moins. Mais pourquoi? Vous travaillez sur vous? Vous avez essayé de travailler? J'essaie de travailler sur moi, mais c'est très dur. C'est très dur. Ça me ronge à l'intérieur de moi, même si je le montre pas, parce que je suis quelqu'un où j'arrive très bien à cacher les choses, sauf Émilie qui elle me connaît très bien, et je peux rien lui cacher parce qu'elle me connaît. Et qu'est-ce qui vous ronge? Le manque? Non, mais le manque de donner du plaisir et à d'autres personnes. De donner ou d'en prendre? Plus d'en donner que d'en prendre. Et Émilie, elle vous manque? J'ai eu une période où, quand on s'est séparés au départ, où j'ai eu du mal à la séparation. Et après, j'ai fait un travail, essayer de l'oublier. Puis en fait, je me suis aperçu avec le temps que ça ne servait à rien d'aller la voir, et à droite et à gauche pendant au mois de novembre, pardon. Au mois de novembre, c'est là où j'ai vraiment travaillé sur moi-même et essayé de la reconquérir. Et c'est pas facile, j'arrive pas trop, je l'avoue. J'ai eu 2-3 aventures dans les 6 mois où j'avais un besoin, j'allais voir les personnes, et j'essaie de travailler, mais franchement, aujourd'hui, c'est délicat, quoi. Et puis je m'aperçois que j'ose pas dire les choses, j'ai du mal à me l'avouer, même si je sais que apparemment je suis comme ça. Il doit y avoir une phase de déni, comme pour toutes les addictions, avant d'en prendre vraiment conscience et d'accepter de se faire soigner. Il y a cette phase de souffrance qu'il décrit très bien, et puis il faut qu'il le reconnaisse, mais je pense qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut vraiment qu'il se fasse aider par un thérapeute, psychologiquement et médicalement parlant. Il faut vraiment qu'il se fasse soigner, quoi. C'est vraiment, il y a des associations, on pourra lui donner des indications pour Vous êtes prêt, Nathan, à entreprendre cette démarche de vous faire soigner? J'ai peur. C'est le mot qui me fait que c'est la peur d'affronter ça. Le problème, c'est que Émilie, pour construire à vos côtés, il faut qu'elle ait quelques garanties, j'imagine, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait, oui. Vous le comprenez, bien sûr. Ah oui, non, mais ça, après, je suis quelqu'un où je comprends très bien les choses. Mais quand on est dans une phase où on a un besoin, je vais vous dire que c'est très difficile de faire marche arrière. On voit que par devant, et une fois que c'est fait, après... oui, mais c'est ça, c'est exactement, vous nous décrivez exactement... On les doigts à taper dessus, c'est pas loin, mais... D'accord, mais c'est ce que vous nous décrivez, l'état de quelqu'un en manque, qui a besoin d'assouvir son addiction, et puis qui après passe par une phase d'angoisse. Donc c'est ce que vous dites. Alors, donc, ça veut dire que vous avez besoin certainement, plus que de travailler sur vous, de vous faire soigner. Tout à fait. Quand il dit « j'ai peur », c'est cette peur qu'il faut qu'il gère qu'il faut qu'il travaille, quoi. En tout cas, Nathan, merci d'avoir appelé. Et le fait que vous appeliez, ça veut dire qu'effectivement vous êtes attaché à Émilie, que vous avez envie de sortir de tout ça, mais ça passe par une thérapie, donc il faut que vous en preniez conscience. Je crois que vous avez bien compris maintenant. Merci de votre appel. Émilie, vous souhaitez lui dire quelque chose? Non. Non. Merci à lui d'avoir voulu participer. D'accord.
Bon, bah, vous vous rappellerez en dehors de l'émission. Hein. Merci beaucoup. Dorothée, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez jamais éprouvé de désir pour votre conjoint. Pourtant, au bout de 2 ans de vie commune, vous avez appris une nouvelle qui allait tout changer. Qu'est-ce que vous avez découvert et quel effet cela a-t-il eu sur votre trouble? Je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et tout de suite, j'ai ressenti du désir. Pour votre compagnon? Oui, pour lui, par contre. Pour personne d'autre que pour lui. Ouais. Voilà. Bah, il a dû être content. Oui, il était content, mais bizarrement, ça a été une période où il n'en a pas tenu compte, on va dire, puisque comme j'étais enceinte, il avait un peu du mal. Oui. Il ne voulait pas de rapport sexuel pendant la grossesse. Ah bon? Non. Ça m'avait paru bizarre aussi, parce que j'avais toujours entendu dire que les hommes aimaient bien quand les femmes étaient enceintes, mais non, lui non. C'était. Un commentaire de Marc? C'est très variable. C'est vrai qu'il y a un taux d'hormones nettement supérieur pendant la grossesse, donc ça peut se traduire par une augmentation du désir. Après, il y a certaines femmes qui sentent leur anatomie, leur beauté modifiée, et qui osent moins se montrer. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais elle dit que c'est les hommes, que les hommes. Alors, il y a certains hommes qui ont peur de la modification du corps de leur femme pendant la grossesse. Ouais. Ils ont peur d'abîmer le bébé. Ils ont un peu peur effectivement de cette période. C'est étonnant quand même ce témoignage, parce qu'il a été confronté à un manque de désir. Tout d'un coup, il a du désir pour lui, mais lui n'en a plus. Donc alors c'est pas qu'il n'avait pas de désir. Et en fait, mon corps qui changeait ne le dérangeait pas. Hein. Il ne m'a jamais fait de remarques sur mon corps, même après. Il avait peur quoi, de faire du mal au bébé? Il ne voulait pas, parce qu'on était à 3 pour lui et c'était pas possible. Quoi. Et je le comprends tout à fait. Hein. Je ne l'ai pas du tout... ça ne m'a pas dérangé. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, hein, parce que bon, c'est... Mais voilà, je le comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, peut-être que je l'aurais aussi mal vécu. Donc bon. Alors après la naissance de votre fille, comment ça s'est passé entre vous? Donc ça a continué en fait. Hein. J'ai continué à avoir beaucoup de désirs, encore plus après l'accouchement. Ça s'est manifesté très rapidement, hein, dès ma sortie de la maternité. Voilà, donc il l'a vite remarqué, hein, mais c'était essentiellement que pour lui, hein, parce que je ne supportais toujours pas le regard, ce fameux regard dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais bon, il y a des femmes qui auraient pu se dire, ça y est, j'ai du désir, il faut que j'en profite. Je sais pas. Je sais pas, c'est une supposition, mais bon. Et moi, c'est pas ce qui s'est passé, mais j'avais du mal encore avec les hommes qui me regardaient, voilà, avec ce regard. Ça, c'est quelque chose qui passait pas encore. Voilà. Et par contre, là, j'ai été confrontée à un souci. C'est que j'avais envie, mais c'était quand j'étais bien disposée, en fait, psychologiquement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de problème extérieur. Il fallait que tout aille bien. Dans ma journée, il fallait que tout soit bien passé, que je n'ai pas eu de contrariété, sinon je ne pouvais pas. Donc ça, et à ce moment-là, j'ai senti que j'avais un souci et que j'allais avoir un gros travail à faire sur moi-même. J'ai commencé à me poser des questions, en fait, à ce moment-là. Voilà. Et aussi... Donc, ça vous arrivait souvent de n'avoir aucune contrariété dans les journées? Non, justement, non. Donc voilà. Donc quand ça se passait, il me disait « Ah, ta journée s'est bien passée. Je vois que tout va bien aujourd'hui. » Mais voilà, je pense que j'avais commencé... Je peux en parler maintenant parce que j'avais commencé à faire un travail sur moi-même mais j'avais encore besoin qu'il n'y ait rien autour pour bien vivre l'acte sexuel, en fait. Hein. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et puis, à l'approche de la trentaine, que vous est-il arrivé? J'ai eu mon deuxième enfant. Et j'ai eu un gros baby blues. J'ai fait une grosse dépression dès la sortie de la maternité, hein, pendant 2 ans. Donc j'ai eu le vous savez, le baby blues, là, la maternité, et c'est pas revenu. À ma fille, je l'avais eu une journée, bon, c'était revenu rapidement. Là, j'étais très très mal. Ce qu'on appelle une dépression post-partum. Oui. 2 ans, c'est long. Vous avez été suivie? Oui, j'ai fait une psychothérapie à ce moment-là. J'avais un comportement... là, c'est mon conjoint qui m'a conseillé d'aller voir quelqu'un parce que j'étais tellement mal qu'il m'a dit, on dirait une petite fille, tu as un comportement de petite fille. J'avais régressé. Et même aujourd'hui, quand j'y pense, c'est vrai que j'avais des réactions ridicules, quoi. Mais pas qu'au niveau sexuel, à tout niveau. Hein. Je m'isolais, j'avais plus envie de voir les autres, j'étais un peu agressive, j'étais pas bien, quoi.
Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? En fait, le psychothérapeute que je suis allée voir m'a dit que ça arrivait souvent à la naissance d'un deuxième enfant, qu'il y avait, quand on avait vécu un traumatisme, tout ressortait à ce moment-là, en fait. Et qu'il fallait tout décortiquer, mais pas que ce problème-là, ce que ça m'avait fait dans ma vie, pourquoi ça m'avait fait ça. Voilà. Donc pendant 2 ans, on a décortiqué vraiment tout ça, 2 fois par semaine. Il fallait mettre des mots sur une souffrance. C'était important parce que j'étais pas bien, quoi. Vraiment, à des fois, plus pouvoir m'occuper de mes enfants. Alors ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens très bien parce que suite à cette psychothérapie, j'ai en fait inconsciemment voulu m'accomplir personnellement, professionnellement. J'ai écouté mes envies, en fait, ce qui me ferait plaisir dans la vie, hein, et pas qu'au niveau sexuel. Qu'est-ce que je veux faire, ne pas... Parce qu'en fait, quand on a vécu ça, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu terminé ce travail. Et en fait, j'ai repris mes études. J'ai réussi ma reprise d'études et ça m'a apporté une telle satisfaction que j'ai voulu... continuer d'autres projets, etc. Et à ce moment-là, je ne me suis pas trop posé la question, je vais finir de résoudre mon souci. C'est venu naturellement. Plus je m'accomplissais personnellement, mieux ma vie sexuelle était, en fait. Donc ça s'est bien passé sexuellement avec votre mari? Très bien. Très bien, jusqu'à... je veux dire, on peut dire que c'est super depuis... Je n'aurais pas donné de date parce que je ne me suis pas dit, bon, alors c'était à telle date. Je ne sais pas, depuis 4 ans. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi vous avez souhaité témoigner aujourd'hui? Alors, j'ai hésité. C'est vrai que, tout le monde ne connaissait pas mon souci, donc j'ai un peu hésité, mais parce que j'ai eu l'occasion dernièrement de discuter avec une fille qui a eu exactement le même souci que moi, qui s'est ouverte à moi. Je ne sais pas pourquoi, elle a dû sentir que... Je ne sais pas. Et en fait, elle a le même âge que moi, mais elle s'en est pas du tout sortie. Et je me suis dit, tu as de la chance, en fait, Dorothée, tu as de la chance parce que, en fait, tu évolues super bien dans le bon sens, tu vis bien ta sexualité. Alors que j'aurais jamais imaginé, il y a 10 ans en arrière, vivre ce que je vis aujourd'hui. Hein. Et en fait, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui subissent des abus et je veux qu'elles sachent que ce n'est pas une fatalité en soi. Quand on rencontre un problème, que ce soit ce souci-là ou un autre souci, il ne faut pas rentrer en fait dans un principe de victimologie, en fait. Mais il ne faut pas se poser trop de questions, il faut s'en poser, mais juste ce qu'il faut se faire suivre, faire une bonne psychothérapie, ça c'est clair, parce que nous, on n'est pas médecin, on ne peut pas mettre des mots sur des souffrances. Et puis naturellement, ça avance. Donc, je voulais vraiment témoigner pour ces filles-là, ces filles comme moi. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'ai une boutique en ligne, en fait, de produits pour tout ce qui est prothésie ongulaire, pour les esthéticiennes et formatrices aussi. Voilà. Je suis à mon compte. Pour ce parcours. C'est vrai qu'apparemment, vous avez fait un sacré chemin. Oui. Et un commentaire de Marc? Je trouve que c'est un bel exemple, hein, parce que c'est l'exemple moderne de la réussite, parce que vous avez eu vraiment ce qui arrive souvent, comme je disais tout à l'heure, à beaucoup de femmes, et vous l'avez très très bien géré. Gérer ça avec les techniques modernes de psychothérapie, d'assistance, et vous avez fait un vrai travail sur vous-même qui vous a permis de guérir de cet accident de l'enfance. La psychothérapie, c'était pas pour le souci, le problème de désir, hein, c'était pour une globalité. Mais en fait, il ne faut pas hésiter. Tout est lié, quand même. Faut pas hésiter à faire une bonne psychothérapie parce que derrière, ça débloque tout. Mais vraiment, on comprend les choses. Et ça, c'est primordial. Yasmine, vous nous expliquiez tout à l'heure que pendant des années, vous avez tout tenté pour retrouver votre libido. Vous avez vu une dizaine de spécialistes, plus ou moins perchés, nous avez-vous dit. Et puis, est-ce que ça a fini par s'améliorer? Eh bien non, malheureusement, ça ne s'est pas amélioré avec mon mari. Nous sommes en instance de divorce. Une des raisons du choix de ce divorce, c'était effectivement une sexualité qui n'était pas convenable pour lui, ce que je conçois. Voilà. Donc ensuite, j'ai passé 1 année et demie de célibat.
difficile, j'imagine, et douloureuse, parce que vous avez dû souffrir de cette douloureuse séparation. Par rapport à la séparation, Ouais. oui, j'ai fait une dépression très sérieuse et j'ai pas particulièrement eu envie de voir un homme dans ma vie pendant, on va dire, plus d'1 an. Et donc, au bout d'1 an et demi, 2 ans, je sais plus, j'ai rencontré... Alors que vous n'en vouliez plus du tout et que ça vous intéressait Non, pas plus du tout. J'avais pas fait une croix sur les hommes, mais voilà, il a fallu un petit temps pour digérer tout ça. Et j'ai rencontré donc un homme qui a été admirable de ce côté-là. Moi, j'étais très... J'adore l'expression « de ce côté-là ». En général, les femmes disent, ou les hommes, « de ce côté-là, tout va bien ». Et là, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème. Non ? De ce côté-là. Alors, ça veut dire quoi, admirable de ce côté-là ? En fait, j'avais une grosse appréhension sur la façon dont notre sexualité allait se passer, dans la mesure où pendant plus de 20 ans, je n'avais pas été à la hauteur et je me sentais complètement incapable. Voilà. J'avais consulté une appréhension dizaine... de ne pas le satisfaire. J'avais consulté une dizaine de spécialistes sans aucune réussite, donc au bout d'un moment, on finit par se dire, bon, on n'est pas bon pour ça, quoi. Et donc, écoutez, je me suis bien gardée de lui dire tout ça, mais j'étais pas très à l'aise, mais... écoutez, ça s'est fait. Bon, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout... quelqu'un qui a eu une approche très douce, quelqu'un que... Enfin, j'ai pas vu dans les yeux de ce compagnon une attirance purement sexuelle. Je sentais qu'il n'était pas intéressé que par ça. Voilà, il a amené les choses tout en douceur, sans le savoir. Et ça s'est fait, mais alors, naturellement. Et alors là, tout s'est débloqué chez moi. Mon corps s'est réveillé, le désir est revenu. Incroyable, une renaissance, voilà. Donc ça a été formidable. Pardon, mais vous n'étiez juste pas bien avec votre mari. Oui, mais je l'aimais, mon mari, donc j'avais pas envie de m'en séparer. Mais voilà, bon, les choses ont fait que... Je vais peut-être lui dire merci aujourd'hui pour ça. Alors vous en êtes où en tout cas, vous avez l'air épanoui, manifestement. Vous en êtes où avec cet homme aujourd'hui ? Malheureusement, ça n'a pas duré. Ah bon ? Nous avons eu... Et alors, vu votre sourire, depuis, ça ne doit pas arrêter. Non, pas du tout. Non, j'ai eu une seule aventure. C'était pas une aventure, une seule histoire d'amour après mon mari, qui a duré 1 an et demi. C'était une belle histoire d'amour, mais ça n'est pas... la sexualité était parfaitement épanouie, mais c'est sur d'autres plans, à titre plus personnel, que ça ne collait pas. Voilà, mais je suis restée en très bons termes avec cette personne et je n'ai pas eu d'autres aventures depuis, Sophie. Voilà. Alors, quels sont vos projets ? J'ai toujours pas fait de croix sur les hommes. J'ai bien dans l'idée de reconstruire. Vous êtes rassurée sur le fait que vous êtes capable de donner du plaisir, de l'amour à quelqu'un. Tout à fait, ouais. Je suis tout à fait rassurée de ce côté-là et je ne suis pas dans l'urgence de trouver un nouveau compagnon. Je veux juste que ce soit quelqu'un de bien. Donc je vais prendre le temps qu'il faudra. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez à Caroline qui a ces problèmes de blocage ? Écoutez, je ne pourrais pas lui dire grand-chose, si ce n'est d'aller consulter un très bon spécialiste, parce que moi-même, je n'ai pas compris comment un corps pouvait se verrouiller à ce point, alors qu'on a très envie que ça fonctionne. Et c'était une question que je voulais poser au docteur. Comment vous analysez ce qu'elle a vécu ? Elle nous dit avoir aimé son mari, mais quoi, elle s'est sentie trahie dès le début ? Elle ne voyait pas dans son regard quelque chose d'aimant, mais quelque chose de purement... Il avait des attentes qui étaient très importantes. Donc j'avais effectivement une forme de pression. Mais est-ce que ça peut verrouiller quelqu'un ? Je ne connais pas bien son histoire, donc je ne veux pas non plus faire une consultation. Mais par son discours, j'ai l'impression qu'elle s'est toujours mise en position d'insuffisance. Dès le début, elle dit qu'elle avait peur de ne pas savoir, de ne pas faire bien. Et elle a créé un complexe d'infériorité, un décalage entre vous deux que vous avez instauré. Mais vous l'aimiez parce que vous partagiez sa vie. Mais sur le plan sexuel, vous étiez persuadé, tout le temps vous avez été persuadé que vous seriez mauvaise. Oui. Et que vous n'aviez pas d'expérience et que vous seriez mauvaise. Et plutôt que d'écouter votre corps, de lâcher prise, de laisser aller, de vivre, de vous épanouir, vous étiez toujours dans ce complexe, dans ce stress de performance, en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bonne, quoi.
Et finalement, avec l'autre partenaire, vous ne vous êtes pas posé ce genre Pas de du tout. questions et ça s'est bien passé. Bah Et donc, j'espère je que crois que vous avez tout dit. les autres fois, vous ne poserez plus ces questions. Marc, vous vous vivrez avez tout dit, normalement. parce que en fait, cette histoire de performance, c'est ce qu'elle ressentait dès le premier rapport, en disant « j'étais pas au niveau bah, ». Le rapport sexuel, c'est loin d'être une histoire de performance. Bien sûr, c'est alors, si c'est un ça, plaisir partagé, c'est une connivence. Alors, Caroline, vous en êtes où dans votre tête? Je me reconnais un petit peu dans le témoignage de Yasmine sur le fait que, au moment de mes premiers rapports, je n'avais pas eu de rapport avant mon compagnon actuel et lui en avait eu. Donc, du coup, je me pose un petit peu aussi cette question, si justement j'avais peur de mal faire, de ne pas y arriver aussi. Donc, je me retrouve un petit peu sur ce point-là, tout au moins. Après, je ne sais pas si ça peut être un point parmi tant d'autres à creuser un petit peu plus. Pendant les périodes de rupture, vous n'avez jamais désiré quelqu'un d'autre? Non, du tout. Ça a été surtout les périodes de rupture, un peu mon électrochoc à me dire écoute, si tu l'aimes vraiment, si tu as vraiment envie d'avancer, il faut que tu trouves une solution à partir de maintenant. Et le souci, c'est que je pense que justement, je ne suis pas assez patiente et que je baisse vite les bras si je ne vois pas d'évolution, disons, dans les prochains mois, quoi. Là, par exemple, le premier sexologue que j'avais rencontré m'avait dit qu'au bout d'1 an, à peu près, ça pouvait être... Je pourrais voir à peu près de l'évolution. Et au bout de 6-7 mois, j'en voyais toujours pas. Donc, j'ai commencé à baisser les bras. Et je pense qu'entre guillemets, j'ai pas eu le réflexe d'y retourner, quoi. C'est bizarre de chiffrer ça en termes de mois. Comment on peut savoir C'est votre investissement personnel, c'est votre choix de guérir, c'est votre demande. Après, je pense qu'il faut que vous rencontriez des gens qui soient plus adaptés aux thérapies, au TCC, aux thérapies comportementales. Je crois que c'est important pour vous. Bon, Caroline, en tout cas, vous revenez nous voir dans l'Histoire continue pour nous dire où vous en êtes. Peut-être que Marc vous donnera quelques conseils plus précis, plus concrets hors antenne. Merci à toutes, en tout cas, d'être venues témoigner sur ce plateau. Pas facile d'oser parler de ce sujet-là devant des caméras de télévision. J'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir donc, dans quelques temps sur le plateau de l'Histoire continue. Merci beaucoup, Marc, d'être venu nous voir. Depuis 7 ans, certains témoignages vous ont sans doute interpellé, plus que d'autres, notamment lorsqu'ils permettent de briser des tabous. Souvenez-vous, Geneviève avait eu le courage d'évoquer un sujet particulièrement délicat. Directrice d'école, Geneviève, vous avez été agressée par des parents d'élèves et vous souhaitiez alerter l'opinion publique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Merci d'être là, Geneviève. Jean-Luc, vous avez reçu le 24 octobre 2006 sur le thème des violences à l'école. Donc, pour quelles raisons ce sujet vous tenait-il particulièrement à cœur à l'époque? À l'époque, ce sujet me tenait particulièrement à cœur parce qu'il était très tabou, particulièrement dans la hiérarchie. Et donc, ça paraissait difficile pour le public, en général, de penser qu'effectivement, un enseignant puisse être victime de violences. Et avant moi, il y en a eu beaucoup d'autres qui n'ont jamais osé porter plainte. Et moi, je l'ai fait. Et ça, je voulais que ça le sache. Alors, la première fois que ça vous est arrivé, c'était en 1993. Première agression, que s'était-il passé exactement? Banalement, un petit garçon se fait punir par son institutrice. Il est proposé pour être mis en retenue. Le papa prend mal les choses, vient me voir le midi. Je maintiens la punition. Et effectivement, le soir, il est revenu. Ça s'est très mal passé. Il voulait frapper l'enseignante qui était enceinte de pratiquement 8 mois. Et je me suis interposée. Je savais qu'il allait se passer quelque chose depuis le midi où il s'était déjà très fâché, on va dire. Donc je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est tombé sur moi. Mais il valait mieux que ce soit sur moi que sur l'enseignant, bien entendu. Et donc ça a été ma première agression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a attrapé, il a dégondé la porte de mon bureau et de l'autre main, il m'a retourné le bras complètement à l'envers. Donc, ça a été assez violent. Malgré tout, j'ai eu la possibilité de faire fonctionner mon téléphone portable, d'appeler le commissariat. Les policiers sont arrivés, il a été arrêté. Et j'ai porté plainte tout de suite, ce qui a créé un précédent, parce que jamais une plainte n'avait été déposée pour un tel acte à l'encontre d'un enseignant. Et je l'ai fait parce que
Je voulais le faire pour moi, mais je voulais le faire aussi pour l'ensemble de mes collègues, car je pensais que voilà, c'était de mon devoir de le faire. Alors, les choses ne se sont pas arrêtées là, puisque 3 ans plus tard, vous avez à nouveau été victime d'une agression qui vous a profondément marqué. Alors, quelles répercussions cette nouvelle épreuve a-t-elle eu sur votre parcours? Comment avez-vous finalement réussi à tourner la page? La réponse, tout de suite, en images. Et je me suis fait agresser par un parent d'élève 2 fois très gravement. Directrice d'école depuis 13 ans, Geneviève avait été confrontée à la violence. Une première agression, puis une seconde. Un de mes petits élèves de CP est arrivé avec son petit frère de maternelle. Il voulait que je lui donne à boire. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas te donner à boire. L'eau est gelée dans les canalisations. Je le ramène au papa. Et je lui dis, voilà, il veut boire, mais moi, je n'ai pas de quoi lui donner. Mais vous allez demander à l'institutrice de la maternelle, vous allez l'emmener, là, c'est juste à côté. Puis je lui dis, mais il semblerait, d'après ce que m'a dit son frère, qu'il n'a pas pris de petit déjeuner ce matin. Et ça a démarré comme ça. Le père m'a tiré violemment en arrière la tête. Et là, j'ai été tétanisée de peur. Il y a de quoi, hein. J'étais terrorisée. Et il y avait le chien qui était là. Et chaque fois qu'un parent faisait mine de bouger, ou qu'un enfant parlait, le chien avançait, gueule ouverte, prêt à sauter à la gorge d'un enfant. Et là, le chien vous attaquait? Ce qui s'est passé, c'est que le père donc, me cognait dessus. Soudain, un papa a eu, je vais dire, une idée de génie. Il a poussé un cri très, très rauque. Le chien s'est rassis, il a refermé sa gueule. Le père m'a lâché, il a repris son chien par le collier, il est parti. Des agressions que Geneviève avait du mal à classer définitivement. Comment vous avez remonté la pente? Difficilement, je suis tombée malade, gravement. Je suis entrée dans un... J'ai fait une dépression nerveuse, hein, tout simplement. Je ne pouvais plus tenir. On sent que vous avez été éprouvée nerveusement. Hein. Oui. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Nous retrouvons Geneviève 7 ans après l'émission. 7 longues années éprouvantes pour la directrice d'école qui a dû faire face à une nouvelle épreuve. Mon établissement scolaire a été victime d'un tir avec arme à feu. Je me suis sentie très très mal. Ça a été violent, dur, difficile à accepter. Je n'aurais pas supporté de toute façon une agression supplémentaire. Celle-ci, ça a été celle de trop. Et je suis partie sans regarder derrière moi. Et cette décision, je ne l'ai pas vraiment regrettée. Après 40 ans de carrière, Geneviève a pris sa retraite, synonyme pour elle de renouveau. Après tout ce que j'avais vécu, je me suis dit pourquoi pas la campagne, pourquoi pas un endroit où je vivrais le calme. Je me suis posée, enfin. J'ai déposé mes valises très lourdes et là, je suis repartie pour une nouvelle vie. Je suis apaisée, je ne vis plus de stress. Je prends du plaisir jour après jour à ce que je fais. Ici, justement, moi, je vis avec un grand V. Et Geneviève n'en a pas oublié pour autant son envie de transmettre. Elle travaille depuis plusieurs semaines sur un projet qui verra le jour très prochainement. Ça m'a donné aussi envie de créer des choses. Donc, d'où l'idée de monter une association culturelle. Beaucoup de gens me disent « Mais non, mais ça, je ne connais pas la musique classique. Ce n'est pas pour moi. C'est faux. C'est pour tout le monde, la musique. » Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ceux qui vont venir vont partager ce plaisir. Jean-Camille, le fils de Geneviève, et Lionel, son mari, ont vu sa vocation pour l'enseignement s'étioler au fil des années. Ça a toujours été passionné dans son travail. Le fait de transmettre aux enfants, c'était le sens de sa vie. Elle vivait toujours son métier avec passion, mais avec les difficultés, l'augmentation de la dureté du métier. Il y a un moment où ça a été vraiment... où elle a vraiment très mal vécu l'accumulation d'agressions. Après cette agression violente avec arme à feu, je crois qu'elle était à bout. Et je n'ai compris que très très tard, certainement quand elle est partie en retraite, à quel point elle avait été affectée.
Une seule solution pour toute la famille, prendre du recul afin d'oublier les traumatismes du passé. Ce déménagement a été pour notre vie familiale un renouveau. Elle s'épanouit dans ce nouvel environnement, beaucoup plus même que je ne m'y attendais. Sa vie est aujourd'hui plus apaisée, plus sereine, qu'elle est moins stressée. Et c'est tant mieux puisque ça rejaillit totalement sur notre cercle familial. Depuis, Geneviève revit et elle va renouer avec l'enseignement, mais cette fois-ci, celui du chant. Une passion et peut-être même une thérapie. L'association que nous avons montée est une excellente chose pour Geneviève. Elle peut à nouveau s'épanouir dans l'activité culturelle, dans le chant qu'elle a pratiqué toute sa vie. Ça va lui permettre de retrouver ce bonheur de transmettre, de retrouver cette envie de faire découvrir, et j'en suis excessivement heureux. Nous retrouvons Geneviève chez elle, en pleine campagne, dans un petit village où elle mène une vie paisible depuis 2 ans. Si, on commence par là. Première séance. Mais aujourd'hui, la tranquillité laisse place à l'effervescence. On y va. Geneviève va donner son premier cours de chant. Bon, ben voilà. Normalement, je suis prête. T'as tout fait? Bah, j'ai tout fait, on verra bien. De toute façon, c'est la première fois. Donc, la première fois, il y aura peut-être un peu moins de monde. Et puis, le temps que... Je te remercie. Le temps que ça fasse le tour. Bon, et encore, s'il n'y avait que 5 personnes, je chanterais quand même pour 5 personnes. Hein. Le seul souci, c'est que les gens soient contents aujourd'hui. Donc, voilà. La meilleure des choses, hein, mon petit cœur, c'est que tu t'amuses. Absolument. C'est qu'on s'amuse tous. Amuse-toi bien. Hein. Merci. On va attacher de bien s'amuser. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jean-Camille? Oui. On va y aller, là, c'est l'heure. Ouais. Tu peux descendre le clavier. Dans quelques heures, pour Geneviève, les cahiers d'école vont définitivement laisser place aux partitions de musique. Et voilà. Tiens, je te donne ta clé. Merci. C'est par où? Là, à droite. T'as vu, tu la connaissais pas la salle, toi, hein? Non, je ne connaissais pas. C'est joli, hein? On va voir ce que ça donne. Ah, mes amis, qu'un jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, c'est bon, il n'y a pas de retour. Pas une minute à perdre. Il faut transformer la salle pour accueillir les participants de la chorale. En réalité, c'est pas la première fois que je fais chanter, mais jusqu'à présent, j'ai toujours fait chanter des enfants, des personnes du 3e âge. Ce sera la première fois. J'aurai pas forcément la même angoisse, peut-être quand même au démarrage, mais bon, on va faire en sorte que non, ça se passe gentiment, quoi. Voilà, amicalement. C'est bon. Bon, ben voilà. Bon, ben on va pouvoir commencer. On peut aller s'installer, on va chanter. Geneviève peut être rassurée, les habitants du village ont répondu à son appel. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour la première fois pour essayer de chanter ensemble. Pendant plus d'1 heure, Geneviève va tenter, avec beaucoup de générosité, d'égayer son public. Moi, ça me replonge dans un univers du passé où là, c'était des enfants à qui il fallait aussi tout apprendre. Là, c'est presque plus facile parce que ceux qui viennent chanter, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Donc ça marche bien apparemment, il y a eu du monde. Oui. Et quel souvenir gardez-vous de notre plateau? Alors le souvenir que je garde de ce plateau, c'est un souvenir très important pour moi, parce que ça a été une démarche malgré tout difficile. Comme je disais tout à l'heure, c'était tabou, la violence à l'école contre les enseignants. Et venir sur ce plateau, témoigner, c'était pour moi aussi faire reconnaître l'existence de cette problématique. Et ce qui était intéressant, c'est que sur ce plateau, avec Jean-Luc Delarue, il y avait une autre personne présente, une maman, qui venait témoigner, elle, de l'inverse, c'est-à-dire d'une agression
sur son enfant par une directrice d'école. Donc on présentait les deux pans du possible qui ne doit pas se produire. Alors j'imagine aussi que ce passage dans notre émission a été important pour marquer le début de votre propre reconstruction. Oui. Pour moi, ça a été venir témoigner sur le plateau, même si j'étais déjà passée devant le tribunal, devant la justice, passer sur le plateau, devant un public, être entendue par les téléspectateurs, c'était pour moi être vraiment reconnue dans le statut de victime. Dans le fait que voilà, ce qui m'était arrivé n'aurait pas dû se produire. Alors, cette retraite, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On vous sent apaisée, sereine dans votre vie, et puis ce nouveau projet de chorale qui vous tient à cœur ? Oui, c'est on va dire une reconversion et en même temps une deuxième vie. C'est le deuxième pan de ma vie. Je suis à présent complètement dans une vie calme, reposée, comme je disais dans le reportage. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer ? Je n'ai pas encore réussi à m'ennuyer un seul jour depuis que nous sommes installés. Et ça, c'est très plaisant. Il y a des gens, j'ai fait la connaissance de gens extraordinaires avec qui j'ai sympathisé. Et la preuve en est, nous avons fêté nos 25 ans de mariage le 31 août dernier. Et nous l'avons fait en présence de 80 personnes de notre connaissance depuis que nous sommes dans ce village. Et ça, c'est très agréable. Comment vous envisagez l'avenir ? L'avenir, c'est une histoire qui continue, c'est une route que je poursuis et c'est aussi le moment où je vais faire des choses que j'ai toujours eu envie de faire mais que je n'ai pas eu le temps. Alors, par exemple, en dehors de la chorale, il y a d'autres choses ? Oui, je fais de la danse, je fais du théâtre, je chante ailleurs pour moi. Je participe lorsqu'il y a, par exemple, le Téléthon, le vide-grenier des pompiers. Enfin, toutes les occasions sont bonnes, on va dire, pour que créer du lien social. Voilà. Oui, j'aime beaucoup être en lien avec les autres. J'aime me porter vers les autres. Mon métier m'y a aussi conduit, mais c'est dans ma nature et c'est ce qui me plaît parce que finalement, je crois que j'ai trouvé ma place. Est-ce que vous avez un message à faire passer aujourd'hui ? Oui, j'ai un message à faire passer parce que ce qui m'est arrivé aurait pu me détruire totalement. Et en réalité, j'ai rebondi, je me suis reconstruit et maintenant je vais vivre autre chose. Donc il faut se dire que rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais perdu et tout peut recommencer. C'est vrai. Merci, bravo pour ce parcours. Merci à vous. On vous souhaite de vivre plein de belles rencontres, en tout cas, dans votre vie de retraité, et de mener à bien tous vos projets. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de votre confiance. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. On donne, ça c'est sûr, mais ce qu'on reçoit, c'est immense. Ils ont recueilli un enfant et l'ont aimé comme le leur. Pour moi, c'était évident, de toute manière, qu'on reste ensemble. J'ai tout fait après pour pouvoir rester avec eux et m'en occuper. Des parcours de vie étonnants. J'ai élevé l'enfant de mon mari, qu'il a eu avec sa maîtresse. Je me suis bien située en tant que maman de Mana, mais j'ai aussi toujours gardé en moi le fait qu'elle a une autre maman au Mali. Pour moi, c'est normal d'avoir deux familles, deux papas, deux mamans. Des rencontres qui ont changé le cours de leur vie. Vers 2 ans et demi, j'ai connu Paul. Je l'ai pris dans mes bras et puis dès que je l'ai vu, voilà, c'était de l'amour tout de suite. Céline est arrivée, je me suis vu dans le rôle de père, de papa. Je devais la garder qu'une semaine, pas plus. Et là, vous avez eu un coup de foudre. Ah oui. Ils en sont la preuve, les liens du cœur peuvent être aussi forts que les liens du sang. Quand ils viennent à la maison, quand ils téléphonent, se faire appeler papa,
suis très reconnaissante de ce qu'elle a fait pour moi et que je l'aime très très fort.